Oui, moi je voulais revenir sur ce qui a été dit précédemment. Est-ce qu'il y a de la justice fiscale? Est-ce qu'il y a des inégalités en France et dans tous les pays? Évidemment, il y en a. Par contre, il faut rétablir les points. Quand vous prenez le produit de l'impôt sur le revenu, 10% des Français les plus riches payent 75% de l'impôt sur le revenu, alors que 50% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. Alors, les plus gros contribuables pourraient très bien dire que c'est ça la véritable injustice fiscale, en disant sauf que le poids... payent la TVA, monsieur. Oui, mais à chaque fois, vous me demandez, quand moi je essaie de vous interrompre, vous ne pouvez pas. Donc, mais je vous répondrai, mais quand même, ils payent la TVA, donc ils payent plus de TVA que l'impôt sur le revenu. Vous parlez de l'impôt sur le revenu, après je vais revenir sur le patrimoine. Il faut avoir une vision globale. Donc sur l'impôt, oui, mais enfin, vous voulez parler de l'impôt sur le revenu et sur le patrimoine, je vous réponds sur l'impôt sur le revenu et sur le patrimoine. Allez-y. Donc sur l'impôt sur le revenu, 10% des Français payent 77% de l'impôt sur le revenu, tandis que 50% des Français n'en payent pas. Et cette augmentation de la part des plus riches à payer est de plus en plus importante. Il faut également rappeler que lorsqu'on parle de l'augmentation et donc toucher beaucoup plus de gens, il faut rappeler aux Français qui nous écoutent que quand vous touchez 2 500 €, vous faites partie des 25% français les plus riches. Donc quand vous augmentez les taxes des 25% des Français les plus riches, c'est ceux qui gagnent plus de 2 500 € de revenus par mois. Donc effectivement, à 2 500 € de revenus français par mois, vous n'êtes pas très très riche. De la même manière, quand vous voulez augmenter les impôts pour ceux qui en payent, le salaire médian en France est de 1 850 €. Donc si on veut augmenter l'impôt sur le revenu, on augmente l'impôt de ceux qui gagnent plus de 1 850 € par mois, ce qui n'est pas une fortune, je pense qu'on en conviendra tout à fait. Pour revenir sur l'impôt sur le patrimoine, effectivement, l'impôt sur le patrimoine est déjà important en France et après on veut également l'augmenter pour avoir des revenus supplémentaires. Mais quand vous prenez l'impôt sur le patrimoine d'Europe, la France est celui qui taxe le plus l'impôt sur le patrimoine de l'ensemble des pays européens. Pour autant, ça n'a pas réduit les inégalités. Pourquoi? Pour deux raisons précises. La première, c'est que les Français qui sont très riches peuvent faire évader leurs revenus. On a vu très bien que lorsque François Hollande a mis en place ce qu'on appelle le matraquage fiscal en 2012, le nombre de contributeurs français, le nombre de contribuables qui a fui la France en raison de l'augmentation de l'exit tax, en raison de l'augmentation des impôts de revenus de Hollande, a doublé, voire triplé par rapport au quinquennat Sarkozy. Deuxième élément, la question essentielle, en fait, c'est pas pourquoi est-ce que les inégalités frappent les inégalités de patrimoine. C'est parce que les patrimoines, en fait, sont déjà taxés. Lorsque vous voulez taxer le patrimoine aujourd'hui, ce sont des revenus que vous avez déjà taxés précédemment. Oui. Pour prendre un revenu qui est simple, lorsque Bernard Arnault augmente son patrimoine, c'est parce que vous avez déjà taxé l'impôt sur les sociétés qui touchent de LVMH, les dividendes qui s'octroient et le salaire qui touche de la part de ce salaire de président. Donc en fait, vous voulez taxer un revenu qui a déjà été taxé sur plusieurs années. Et ça, donc, pour vous, c'est buesque. Je pense que ça peut... Ça, c'est le cas partout. Non, mais ça peut contribuer à une partie des gens qui disent que c'est de l'injustice. Et l'ensemble des pays ne visent pas les taxations de patrimoine, que ce soit aux États-Unis, en France et en Europe. On veut taxer non pas les patrimoines, mais on veut mettre en place un impôt contributif minimal pour les sociétés pour taxer les revenus des personnes les plus riches et des entreprises les plus riches. Peut-être que Bernard Arnault soit taxé doublement. Vous êtes capable de le dire en face, ça? Mais moi, je pense que Bernard Arnault s'en fiche d'être taxé doublement. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que il y en a deux, si vous voulez. Il y a la question de l'imposition, il y a la question des choix économiques. Vous l'avez vous-même rappelé. Le problème de la France, c'est qu'à chaque fois, on fait des choix qui baissent notre croissance, qu'on appelle la croissance potentielle. Vous êtes d'accord? Augmenter l'impôt sur les patrimoines de Bernard Arnault n'aura aucun effet sur l'activité économique. Vous l'avez dit vous-même, le OFCE a dit lui-même que le quinquennat de Hollande avait coûté 0,8 point de croissance par an. On est d'accord. Donc le point, c'est que les hausses d'impôts coûtent des points de croissance. Or, moi, ce que je pense, ce qui compte essentiellement par rapport à l'ensemble des gouvernements, c'est d'augmenter ce qu'on appelle le PIB par habitant, ce qui est la véritable indication de richesse. Quand vous prenez le PIB par habitant de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, en 1980, c'était 12 000 $ par tête. Aujourd'hui, un Français, c'est environ 44 à 46. Un Allemand, c'est entre 54 et 56. Et un Américain, c'est entre 77 et 82. Ça veut dire qu'en fait, un Américain, c'est beaucoup plus enrichi qu'un Allemand ou un Français. De la même manière, quand vous prenez... Mais on va revenir... Je savais que vous avez posé cette question, donc on va revenir sur le salaire médian. Le salaire médian en France, c'est 1 850 €. Le salaire médian aux États-Unis, c'est environ 60 000 $ par an. C'est-à-dire que l'Américain moyen, dans les 50%, les plus riches gagnent 5 000 $ par an. Du pouvoir d'achat. Oui, quand vous allez à New York, tout est 2 fois plus cher. Enfin, mais vous ne pouvez pas dire qu'il y a des inégalités et tout le monde habite à New York. Il y a des gens qui habitent dans l'Arkansas, etc. Et dans l'Arkansas, il faut tenir compte du pouvoir d'achat je savais qu'on y arrive. En Arkansas, on est à peu près équivalent, monsieur. En Arkansas, l'habitant moyen gagne 4 500 $. Donc ça veut dire que moi je pense que le sujet essentiel, je vais terminer dessus, le sujet essentiel c'est la question de est-ce que les inégalités se réduisent? Est-ce que les gens ont de quoi se nourrir? Est-ce que les gens peuvent se loger correctement et avoir des loisirs? Or, quand vous avez plus de richesses, etc., on y arrive. Et je termine sur la France. Depuis 40 ans, on a fait exploser les dépenses sociales, et Emmanuel Macron l'a très bien rappelé.
Pour autant, ça n'a pas empêché qu'il y ait 10% de pauvres et qu'il y ait beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir 2 fois par jour et qu'on a dû demander, encore une fois, à certains plus riches de contribuer au Resto du Cœur parce que l'État n'était pas capable de le faire. En attendant, aujourd'hui, on a beaucoup d'économies à faire. On a une vraie marche. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce n'est pas une bonne idée. La première, c'est que ce qu'on a vu notamment dans ce qu'on appelle les dérapages financiers, c'est que le dérapage financier est lié en fait que les prévisions de Bercy sont en décalage au niveau des recettes. C'est-à-dire que comme l'activité économique n'était pas assez bonne, on a eu une sous-rentrée d'argent au niveau des consommations et au niveau des impôts des entreprises. Le deuxième point, c'est que la taxe d'habitation touche quasiment l'ensemble des Français. Si vous, par cas, vous prenez 20 à 30 milliards, c'est quand même énorme, c'est quasiment un point de TVA. Si par cas, vous prenez 30 milliards d'euros aux Français, ils vont moins consommer, comme ça a été rappelé précédemment. Et donc, vous aurez également une sous-activité économique. Et comme l'activité économique française et la croissance reposent sur la consommation, vous aurez un problème en termes de rentrée fiscale sur ce... Le fameux serpent qui se mord la queue. Exactement. Le troisième point, c'est que la taxe d'habitation précisément... Trop d'impôts. Voilà, trop d'impôts. Le troisième point qui est vraiment problématique, c'est que les Français, en comparaison des autres ménages européens, dépensent beaucoup plus en part de leur pouvoir d'achat sur la question du logement. Donc si par cas vous mettez encore une taxe sur le logement, ils seront vraiment en décalage, notamment quand vous prenez la France et l'Allemagne. Le revenu disponible est certes moins élevé pour un Français que pour un Allemand, mais ils dépensent encore plus pour le logement. Et donc si par cas vous ajoutez une taxe sur le logement, les ménages les plus en difficulté vont devoir ajouter un fardeau supplémentaire. Et l'autre point que je vois problématique, c'est la conséquence. C'est-à-dire que vous expliquez aux collectivités territoriales, dont certaines où les dépenses qui ont dérapé avec un recrutement de fonctionnaires qui était beaucoup trop élevé, leur dire finalement votre mauvaise gestion n'était pas si mauvaise que ça, et donc on vous rend votre argent, on vous rend un impôt supplémentaire, et c'est pas vous de fournir des efforts. On leur a déjà demandé de faire un effort de 5 milliards d'euros. Ils ont dit c'est pas possible. Oui, mais 5 milliards, ce qu'ils disent pas, eux, c'est que la population française entre 80 et maintenant 80, pourquoi ? Parce que c'est au moment où on met les lois de décentralisation, a augmenté de 28%. Ouais. Par contre, l'augmentation du nombre de fonctionnaires a augmenté de 50%. Pour autant, est-ce que vous avez plus de services publics et des meilleurs services de proximité ? Ça se discute, c'est pas exactement sûr. Janine Fredssard, non, parce que les dégradations des comptes sociaux, en fait, progressivement, les comptes sociaux ne sont pas bien depuis une vingtaine, trentaine d'années. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle la CSG, Contribution sociale généralisée. Et ensuite, après, Michel Rocard, Premier ministre, avait créé à l'époque déjà un impôt qui était censé être temporaire, c'était la CRDS, Contribution au remboursement de la dette sociale. C'est-à-dire qu'on avait créé un impôt pour rembourser la dette sociale. Et quand vous regardez les équilibres des comptes sociaux, ils se sont dégradés progressivement, dans la mesure où, en fait, quand vous prenez les comptes sociaux, vous prenez également les comptes de la santé. Aujourd'hui, ce qu'on fait dans la dépense de santé, c'est qu'on ne limite pas les dépenses, on en met en place ce qu'on appelle l'ONDAM. C'est un objectif national de dépenses qui permet de plafonner la hausse des dépenses. Et quand vous revenez sur le budget Barnier, c'est-à-dire que malgré les économies estimées à 30 milliards d'euros, les dépenses publiques vont augmenter cette année de 2,8%. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on dit qu'au niveau de la santé, on ne limite pas les dépenses. Pourtant, les Français, dans tous les sondages, se disent de moins en moins bien soignés. Là, on y arrive. C'est un vrai problème. Au problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, les dépenses de santé ont augmenté, les dépenses sociales ont augmenté, mais malgré tout, il y a un paradoxe. Si vous prenez des comparaisons qui sont très simples, les dépenses de santé sont les mêmes entre la France et l'Allemagne. Pour autant, il y a plus de médecins en Allemagne et ils sont mieux payés. Est-ce que je peux me permettre de répondre Mais bien sûr, allez-y. Juste après. Sur le budget. Là, on voit bien qu'on est rentré dans une séquence qui est très politique et même qui chevauche à la fois sur les questions budgétaires, politiques et même électorales, dans la mesure où c'est Franck Alizio, qui est député RN des Bouches-du-Rhône, qui aimerait éventuellement être candidat au municipal à Marseille en 2026, qui pose une question sur Marseille. Et là, on voit bien qu'en fait, le discours national rentre en contradiction avec le discours local, parce qu'on ne peut pas demander à la fois, comme le Rassemblement national, d'augmenter les moyens partout, et dans le même temps dire qu'il n'y a pas assez de moyens pour les zones rurales et les zones périphériques, et de demander des moyens supplémentaires à Marseille. Et c'est là qu'il y a des moyens, qu'il y a un discours contradictoire et qui est difficile à tenir. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le phénomène qu'on appelle métropolisation, c'est-à-dire que les moyens principaux des collectivités territoriales sont concentrés dans les grandes collectivités et dans les grandes villes. Et dans le même temps, les zones rurales et les zones périphériques ont de moins en moins d'argent. Et les grandes mairies comme Lyon, comme Marseille, comme Bordeaux, comme Paris, qui sont frappées par ce qu'on appelle le phénomène d'insécurité, demandent des renforcements de policiers supplémentaires. Mais on ne peut pas augmenter les moyens de policiers à la fois dans les grandes villes, dans les zones périphériques et dans les zones rurales. Il faut choisir, ou sinon il faut faire exploser le budget. Mais pour faire exploser le budget, il faut augmenter les impôts. Et le RN demande en même temps de baisser les impôts. Est-ce que vous êtes étonné que la première question au gouvernement aujourd'hui sur l'ouverture du budget, parce que c'est de cela dont il va être question toute la semaine, porte nécessairement sur la sécurité, l'insécurité? Je pense qu'il y a une idée du côté du RN de voir que Retailleau a un discours qui est plutôt populaire auprès de ses électeurs et essaie de le coincer en disant que, en fait, je pense que la rhétorique à peu près disait, c'est il a des bons discours, il a des bons mots, mais un peu comme Nicolas Sarkozy en 2007, le Karcher ne passera pas et en fait son discours ne suivra pas des actes. Ils essaient de le piéger en disant qu'effectivement, certes, il y a un bon diagnostic, etc. Mais est-ce qu'il a les moyens complets de son action? D'une part parce qu'Emmanuel Macron est toujours président de la République, et deux parce que comme vous baissez les budgets, forcément vous baissez les moyens, inévitablement des moyens de la sécurité.